Bonjour, mesdames et messieurs. Merci d'être avec nous sur RTI1. Il est 14 h. Bienvenue dans votre édition de 13 h. La visite du président Alassane Ouattara dans la région du Moronou se poursuit. Après l'étape d'Ara hier jeudi, le chef de l'État est aujourd'hui en bateau. Tout à l'heure, il y a moins d'une demi-heure, lors d'un meeting, le président de la République et les populations du département se sont parlé. Dans le cadre de la modernisation de la gestion des finances publiques, la Direction générale des impôts s'est dotée d'un nouveau logiciel pour améliorer ses prévisions de recettes fiscales et des risques qui pourraient les impacter. Les résultats du logiciel ont été présentés hier aux acteurs de l'administration financière. En quelques jours, 58 personnes ont été tuées dans 2 massacres dans la province d'Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Des attaques de plus en plus violentes qui sont attribuées aux combattants du groupe armé d'origine ougandaise ADF. Une délégation interinstitutionnelle s'est rendue hier à Bunia, chef-lieu de la province. Toutes nos excuses pour ce JT de 13 h qui est décalé. Je vous le disais en titre, le président de la République Alassane Ouattara est en visite dans le Moronou depuis mercredi 9 septembre dernier. Ce vendredi, 3e jour de sa visite dans la région, le chef de l'État est en bateau au centre-est de la Côte d'Ivoire, où il a encore parlé de paix, de cohésion sociale et d'action de développement. Nos équipes RTI sont mobilisées pour l'événement, un événement que vous avez vécu tout à l'heure en direct sur nos antennes. Je vous propose là tout de suite un extrait de l'intervention du chef de l'État. C'était il y a une trentaine de minutes lors du meeting de Mbato. Chers frères, chères sœurs, comme je l'indiquais tout à l'heure, les visites d'État que j'entreprends m'offrent l'occasion de faire le point de ce qui reste à réaliser pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. C'est aussi l'occasion de vous faire bénéficier davantage des fruits de la croissance, car je sais que le département de Bato et toute la région du Moronou ont connu de nombreuses années de léthargie. Ainsi, depuis 2011, nous avons procédé à des investissements importants dans le secteur de l'électricité, faisant ainsi passer le taux de couverture de 55% en 2011 à 89% en mi-juin 2020. Oui, les travaux d'extension du réseau électrique de Bato sont en cours de réalisation, comme vous l'avez souhaité, ainsi que l'électrification de plusieurs localités. Car notre objectif, comme je vous l'ai dit depuis mon arrivée dans le Moronou, est de parvenir à un taux de couverture de 100% avant la fin de cette année 2020. Et dans ce cadre, nous avons procédé ce matin avec l'inspecteur général d'État à la mise sous tension de l'extension du quartier Akwessé de 1300 habitants, voyez-vous, à qui nous avons donné la lumière ce matin. De nombreux investissements ont également été entrepris dans le secteur des infrastructures routières avec la réhabilitation de la route Bongwanou-Mbato de 31 km et de 5 km de voirie dans la ville de Mbato, dans le cadre de cette visite. Les secteurs de l'eau potable, de la santé et de l'éducation ont eux aussi fait l'objet d'importants efforts, tout comme l'autonomisation des femmes et l'emploi des jeunes. Et je sais que la question de l'eau potable est une préoccupation importante des populations et vous pouvez compter pour moi pour trouver une solution très rapidement.
Le chef de l'État est donc à Mbato pour cette journée de vendredi. Nous avons voulu vous faire connaître ce département du centre-est de la Côte d'Ivoire, dans la région du Morono. Alors, Herman Niamien est sur place depuis quelques jours. Il est présent dans cette ville, chef-lieu de département, proche de Bongouano et de Dimbokro, avec quelques 30 000 habitants. Je ne vous en dis pas plus. Allons-y maintenant à la découverte de Mbato avec notre guide du jour, Herman Niamien. Avec une population d'environ 35 000 habitants, Mbato fait partie des 3 départements de la région du Morono. Distant de 25 km du chef-lieu des régions Bongouano, Mbato est peuplé par les Agni Morofoué qui vivent en parfaite harmonie avec les allogènes Baoulé, Sénoufo et Maléké, ainsi que les communautés de la CEDEAO. La ville de Mbato a aussi connu le miracle ivoirien des années 60-70. À cette époque de la dynamique économique de la Côte d'Ivoire, Mbato faisait partie du cercle de la boucle du cacao. Région essentiellement agricole, outre le binôme café-cacao, on y produit également le palmier à huile et l'EVA. Les produits vivriers ne sont pas en reste. Les populations cultivent l'igname, la banane plantain, le riz, ainsi que les légumes et autres produits de grande consommation. Depuis son érection en commune en 1985, 6 maires se sont succédés à la tête du conseil municipal, dirigé à ce jour par Jacob Koua. Avant cette étape de Mbato, le chef de l'État était hier à Ara, donc jeudi. Ara, c'est un autre des 3 départements de la région du Morono. Le président Alassane Ouattara y a aussi tenu un meeting promettant aux populations de poursuivre les actions de développement entamées dans la région depuis son accession à la magistrature suprême. Ara, pour parler du premier meeting animé ce jeudi par le président de la République, Alassane Ouattara, dans le cadre de sa visite d'État dans le Morono. Il est environ 12 heures quand le président de la République est accueilli sur la place préparée pour l'événement dans cette ville, l'une des plus cosmopolites de la Côte d'Ivoire, d'où son nom, Ara, signifiant « j'y suis, j'y reste ». Un accueil dans une effervescence incommensurable. Le chef de l'État ne résiste pas, il prend à son aise le bain de foule qui lui est dédié pour avoir compris l'affection que lui témoignent les populations rassemblées pour cet événement. Une affection qu'il doit non seulement à son amour pour son prochain, mais aussi et surtout à ses actions de développement pour la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président, le peuple ayoua, debout avec révérence, vous dit merci. Nous, peuple Agni Ayoua, nous vous aimons. Depuis 2011, en effet, les actes concrets que vous avez posés dans notre quotidien nous rappellent sans cesse que vous nous portez dans votre esprit aussi bien que dans votre cœur. Nos yeux voient, notre bouche confesse. Vos actes parlent mieux et plus que les propos qui animent mon discours, car vos œuvres vous ont précédé à Ara. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est de la noblesse que d'apporter à ses parents le peu de bonheur qu'ils sont en droit d'espérer. Vous l'avez dit, vous l'avez fait. Vous êtes assurément un homme de parole, un homme d'actes et d'action. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous dire qu'Ara, nous sommes fiers de vous et très admiratifs de votre bilan impressionnant dans le processus de modernisation pour l'émergence de notre pays. Merci d'incarner la reconstruction de la Côte d'Ivoire compétitive et dynamique. Merci encore plus d'offrir une saine appréciation du jeu politique dans nos régions pour le triomphe de la démocratie, de la culture, de la paix entre les filles et les fils de notre pays. Les valeurs du vivre ensemble que vous inculquez et qui se résument en 3 mots, à savoir solidarité, action et développement, renforcent notre conviction déjà acquise
que vous représentez la véritable chance de la Côte d'Ivoire. Dans son message tant attendu, le président de la République dit être là à Ara comme partout où il passe en Côte d'Ivoire pour rassurer quant à sa détermination à tout mettre en œuvre pour l'épanouissement des Ivoiriens. J'avais hâte de venir vous voir. Je suis conscient que la région du Moronou, qui a été prospère par le passé et qui a joué un rôle important dans le développement de notre pays, est malheureusement restée en léthargie durant de nombreuses années avant ma prise de fonction. Depuis 2011, nous avons redémarré de nombreux investissements dans les secteurs de l'électricité, de l'eau potable, de la santé, de l'éducation, de la salubrité, des infrastructures routières pour pouvoir rattraper quelque peu ces années perdues. À titre d'exemple, en ce qui concerne l'électrification, dans le département d'Ara, nous sommes passés de 56% de taux de couverture en 2011 à 83% à fin juin 2020. Voyez-vous, nous avons donc électrifié 5 villages de plus de 2011 à mi-2020. Il nous reste 3 villages à électrifier d'ici la fin de l'année et vous pouvez compter sur moi pour le faire. Je prends l'engagement que nous poursuivrons ces travaux et nous allons même les intensifier dans les mois et les années à venir. Toutefois, le chef de l'État ne manque pas de partager l'une de ses préoccupations avec ses hôtes s'agissant de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il sollicite leur contribution au maintien de la cohésion sociale en vue d'un scrutin apaisé pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Chers parents d'Ara, évidemment, je suis venu vous parler de développement, mais je suis venu aussi vous parler de paix et de cohésion sociale. En effet, rien de ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années n'aurait été possible sans un climat de paix et de stabilité retrouvée. Le président Houphouët disait que la paix était la prunelle de ses yeux, la chose à laquelle il tenait le plus. Donc aidez-nous à préserver cette paix, à la consolider pour des décennies et des décennies. Voyez-vous, nous sommes à quelques semaines d'une échéance importante pour notre pays. Il s'agit de l'élection présidentielle du 31 octobre. Je voudrais donc vous exhorter à continuer de cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguées et de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays. Le président de la République s'est par ailleurs félicité de cette rencontre avec la population d'Ara, indiquant être heureux d'avoir échangé avec elle dans toutes ses composantes. Ce meeting s'est tenu à la place publique d'Ara, comme nous l'a indiqué Jérôme Abolin, une place qui s'est trouvée trop exiguë pour la circonstance. La place n'a pu recevoir toutes les populations qui ont voulu voir et entendre le chef de l'État. Notre reporter Éric Goré, lui, est allé à la rencontre de ces populations, resté à l'extérieur du lieu du meeting. On regarde. La pluie de ce matin n'a pas été un obstacle pour les populations d'Ara, gonflées à bloc pour voir le président de la République. Ces populations que vous apercevez n'ont pas eu de place dans l'enceinte du lieu aménagé pour la cérémonie. Mais elles sont restées debout pour le chef de l'État. Ni le soleil, encore moins la pluie, ne les feront reculer. Non, je suis là pour mon président. Je n'ai pas peur de la pluie. Aujourd'hui, là, on est là pour notre président. Il faut qu'il arrive. Il faut qu'on le voie à nos 2 yeux là-bas avant qu'on parte. Les faits sont sacrés et les commentaires sont libres. Les faits, les voici.
c'est devenu quelque chose d'ordinaire. Et c'est le contraire qui aurait surpris. À chaque sortie du président Alassane Ouattara, c'est l'effervescence. Cette illustre personnalité impose respect et admiration. Que ce soit en tant que chef de parti politique ou président de la République, Alassane Ouattara harangue les foules. Oui, je l'aime beaucoup même. Pourquoi vous aimez le président? Je l'aime parce qu'il est réaliste. Il fait le développement de la Côte d'Ivoire. Nous sommes les témoins privilégiés de ces faits. Et l'histoire retiendra qu'un jeudi 10 septembre 2020, Alassane Ouattara a fait vibrer les populations d'Ara, localité située à plus de 200 km d'Abidjan. Nous sommes contents d'accueillir M. le Président de la République. Merci. Comme à son accoutumée, le président de tous les Ivoiriens est accueilli ici en héros. À son arrivée au lieu de la cérémonie, c'est à pied que le chef de l'État communie avec les populations. Et en marge de ce meeting, avant de s'y rendre, le président Alassane Ouattara s'est rendu au village d'Assikro. Assikro, qui est désormais connecté au réseau électrique national. Le président de la République a procédé à la mise sous tension de la localité en présence des habitants d'Assikro, sortis nombreux pour célébrer l'événement. Le témoignage de Kader Sogodogo. À Assikro, nous sommes dans la sous-préfecture de Ara. Ce jeudi 10 septembre 2020, l'heure est à la fête. Assikro s'apprête à accueillir le couple présidentiel. Alassane Ouattara vient connecter le village au réseau électrique national. Vous savez, nous sommes actuellement sur la place de l'école. Donc nous avons une école qui est juste à côté. Donc vous voyez l'impact que l'électrification va avoir sur la formation de nos enfants. Sans compter les activités génératrices de revenus que nos mères, nos femmes et nos sœurs pourront développer. Un événement qui apporte beaucoup de joie aux 977 habitants de ce village. La sous-préfecture de Ara en tire profit puisque pratiquement tous les villages sont électrifiés. 10h30, le véhicule présidentiel est là. Alassane Ouattara et la première dame sont accueillis par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Après une brève présentation du ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Alassane Ouattara va procéder à la mise sous tension de Assikro. Ce chef de famille, lui, n'oubliera pas de sitôt cette journée. Première bonne nouvelle. C'est en compagnie du président de la République qu'il va mettre en marche son compteur électrique. Deuxième bonne nouvelle, sa consommation de courant sera aux frais de Alassane Ouattara. Troisième bonne nouvelle, il reçoit une enveloppe, une des plus consistantes, une de celles-là qui vous rappelle que la vie peut être vue autrement. Un geste de la première dame qui va lui permettre de scolariser sa progéniture. Le coût de l'électrification de Assikro est de plus de 180 millions de francs CFA. En termes d'électrification, dans la région du Moronou, les choses avancent dans le bon sens. Et ce qui est prévu dans ce programme, c'est d'électrifier toutes les localités du Moronou, toutes les 114 localités avant la fin 2020. Une journée qui restera dans l'histoire de Assikro. Enfin, avant de quitter le village, regardons ensemble ce cadeau offert au président de la République. C'est pour Ouattara. Parce que c'est mon papa. Le président de la République s'est ensuite entretenu avec les élus, les cadres, les chefs traditionnels et les chefs religieux du Moronou. Une rencontre qui a porté essentiellement sur les actions de développement dans la région, sur la paix et sur la cohésion sociale. Le témoignage de Mahama Traoré. C'est accompagné de la première dame Dominique Ouattara que le président de la République est venu à la rencontre des élus, cadres, autorités religieuses et traditionnelles de la région du Moronou. Pour ne pas déroger à la tradition en pays Akan, tout commence par les échanges de nouvelles entre le porte-parole de circonstance du chef de l'État, en la personne de l'ambassadeur Maurice Bandama Kouakou, et celui du roi du Moronou.
Après quoi, il est revenu au ministre de l'Administration du territoire de planter le décor. Selon Sidiki Diakité, il s'agit d'un dialogue direct initié par le président Alassane Ouattara avec les représentants des différentes couches sociales pour recueillir les préoccupations et les aspirations de la région du Moronou, et qui mieux que les porte-paroles respectifs des cadres, des guides religieux et des autorités coutumières pour le faire. Aussi voudrions-nous solliciter de votre haute bienveillance ce qui suit. 1. La construction et l'équipement du palais royal du Moronou. Le site ayant déjà été identifié. La dotation du Conseil royal de moyens de développement, notamment un véhicule de commandant pour Sa Majesté. La dotation de chacun des 3 départements d'un minicar pour les déplacements des chefs. Enfin, la promotion des cadres du Moronou. Nous, guides religieux du Moronou, nous n'avons qu'une seule aspiration qui fonde notre mission. À l'instar de tous vos concitoyens, c'est le maintien de la paix dans notre pays. Nous sollicitons auprès de vous, Monsieur le Président, votre implication personnelle afin que les sites réservés aux lieux de culte dans les nouveaux lotissements nous soient gracieusement octroyés avec votre appui financier pour la construction ou l'achèvement de nos édifices religieux. Nous savons qu'après votre visite d'État, Moronou continuera à bénéficier de votre attention par des investissements et des réalisations pour consolider le développement déjà acquis. On dit que le développement est un phénomène dynamique. Malgré ce qui a été fait, de nouveaux besoins vont certainement se créer et nous pourrons compter sur vous, Monsieur le Président de la République. D'une oreille attentive, le président Alassane Ouattara dit avoir pris bonne note des différentes doléances. Il s'est par ailleurs voulu rassurant sur sa volonté à garantir durablement la paix et la cohésion sociale. Les élections donc auront lieu le 31 octobre, comme prévu par la Constitution. Et je peux vous assurer qu'elles seront tranquilles, transparentes, apaisées, parce que nous voulons un pays en paix. Et je compte sur vous, Majesté, et sur tous les chefs et les cadres qui sont là, de demander à nos enfants d'aller voter et de ne pas accepter la violence. La violence n'apporte rien à personne. Donc nous voulons des élections apaisées et nous aurons des élections apaisées par la grâce du Seigneur. Le chef de l'État a ainsi engagé les forces vives du Moronou à répandre ce message de paix auprès des populations. Au titre des acquis, notons la promesse du président Alassane Ouattara de résoudre définitivement le manque d'eau récurrent que connaît la région, tout comme son engagement à contribuer à la construction du palais royal et à faciliter l'accomplissement du pèlerinage dans les lieux saints au profit des fidèles des différentes confessions religieuses du Moronou. Et vous le savez peut-être, le Moronou est connu pour être une zone agricole. Aujourd'hui, la région veut renouer avec son rôle de grande productrice de cacao. Un grand projet, mais qui rencontre des obstacles. Une difficulté majeure qui est l'orpaillage clandestin. Les producteurs disent en souffrir, ils en paient le prix fort, mais espèrent que cette activité connaîtra une réelle organisation pour la survie de l'agriculture dans le Moronou. Suivons ce grand reportage de Jeanne Toubé. Fin d'après-midi dans le village de Wadikro, sous-préfecture de Bongouanou. Nous sommes dans la région du Moronou. D'ordinaire, à pareil moment, ce mois de septembre, dans cette région, la cacaoculture est dans une phase de renaissance. L'ambiance qui règne dans les villages est celle du retour des champs. Et sur les visages des planteurs, la joie d'une bonne récolte qu'ils entrevoient. Tout le contraire cette année. L'atmosphère y est morose. Les villages de la région du Moronou respirent l'inquiétude et le désarroi de leurs paysans. Et puis quand il pleut pas, tu vois, la production diminue. Et puis les intrants aussi, ça nous a posé des problèmes. Comme on n'a pas les moyens pour payer, tout ça, on n'a pas, la production a baissé. J'appelle le gouvernement de venir à notre aide pour qu'aujourd'hui on puisse avoir
il y a moins de moyens pour pouvoir vraiment travailler au champ. Ce sont des producteurs, interrogateurs et désemparés qui reçoivent le président de leur coopérative, la CP2A. Une coopérative avec conseil d'administration, lauréate du prix 2020 de la meilleure entreprise coopérative dans le domaine du café et du cacao. Les échanges portent sur l'avenir de la cacaoculture dans leur village et la présence massive des orpailleurs clandestins dont le nombre croît d'année en année. Expression de ces alarmes et comme un cri de cœur, un jeune planteur de Bois du Cros nous amène découvrir un site que convoitent les orpailleurs dans leur village. On les a chassés d'ici, mais néanmoins ils sont encore toujours dans la forêt. Il y a beaucoup même qui sont même dans la région. Mais ce n'est pas tout le monde en fait, qui veut de ce travail-là. Nous avons entrepris des formations directes aux producteurs en ce qui concerne la production de la cacaoculture. L'État, le Conseil Café Cacao et toutes les entités qui existent dans le domaine rural doivent mettre en synergie leurs différents efforts afin de permettre à ces communautés-là d'amorcer réellement un développement profitable à tous. Ils sont nombreux les paysans à dire qu'il ne fait plus bon être producteur de café et de cacao dans le Moronou aujourd'hui. En réalité, c'est un cri de cœur implicite des producteurs, contrariés par le phénomène de l'orpaillage illégal dans un contexte de changement climatique. Nous sommes à Tanosso, village de la commune de Bongwanou. À l'heure de retour des champs, on ne voit que les orpailleurs illégaux sur les routes des plantations qui mènent aussi au village. Des jeunes rougis par la couleur ocre du sol et arborant fièrement leur arsenal. Tanosso passe pour être l'épicentre de l'orpaillage illégal dans la région du Moronou. Viennent ensuite les voisins Banabo et Bois du Cros. L'activité séduit et attire. Et c'est surtout la jeunesse locale qui la porte à tour de bras. Moi, je suis une coiffeuse. Souvent, tu t'en vas, tu peux gagner gros. Souvent aussi, tu ne gagnes pas. Ça nous permet de faire notre activité un peu. Ah, nous, c'est l'argent rapide long vert. Ça coûte ça, on est dans le paillage. Sinon, si ces champs-là, voilà mes deux mains qui sont là. Si ces machettes-là, ils savent lancer ça, beaucoup même. Mais en tout cas, ce n'est pas à faire argent. C'est à faire d'argent, ici rentrer moi, ici rentrer dans le paillage. Fascinés par l'orpaillage clandestin, les jeunes n'ont plus d'intérêt pour l'agriculture, aux grandes dames des producteurs, lesquels souffrent de leur absence en tant que bras valides. Ces jeunes attendus aussi, comme la relève, trompent aujourd'hui l'attente de leurs pères, eux-mêmes harassés par la baisse de productivité du fait du changement climatique. Faut-il pour autant se résigner dans ce combat de David contre Goliath? Les producteurs disent non. Ils veulent malgré tout perpétuer la tradition et préserver leur héritage, la cacaoculture. Mes travaux champêtres, je ne laisse pas, puisque là, c'est un truc d'héritage dans l'avenir de mes enfants. Ah, là, ça, c'est l'argent en vitesse, donc moi, je ne calcule pas ça là. Je suis allé extraire l'or. Il peut avoir 1 million. Dans mon champ de cacao, il peut avoir 500 000. L'année prochaine, il va avoir 500 000. Et ainsi de suite. Oh là, il y a eu 1 million aujourd'hui là. D'ici un mois, ça va passer. Et après le mois qui vient, il va y avoir quoi encore? Ma petite famille, elle doit manger là. Donc, je sais que café et cacao, il reste toujours tel. Si les producteurs du Moronou s'inquiètent du danger et de la menace que constitue l'orpaillage clandestin, ils tolèrent l'activité d'autant que, grâce aux revenus qu'elle génère, les villages s'enrichissent de nouvelles bâtisses et les jeunes peuvent se prendre en charge dans leur quête de bien-être. Dès le moment où l'orpaillage est fait de façon correcte et officielle, les différents revenus que cet orpaillage générera pourra améliorer leurs conditions de vie. Les producteurs et les populations espèrent que soit menée dans son intégralité la lutte contre l'orpaillage clandestin pour la survie de la cacaoculture dans le Moronou. Région du Moronou, la cacaoculture à l'épreuve de l'orpaillage clandestin. C'était un document signé Eugène Atoubé. Voilà pour le chapitre visite du chef de l'État dans le Moronou. Je vous emmène maintenant à Grand Bassam, dans le sud Comoé, à une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Les acteurs du monde agricole y sont en réunion. Une rencontre de validation des nouveaux mécanismes visant à assurer le financement de leurs activités. Les précisions de Lanciné Bakayoko.
La Banque nationale pour le développement agricole, BNDA, la Banque pour le financement de l'agriculture, BFA. Ces deux établissements, créés spécialement pour accompagner la modernisation du secteur agricole, n'ont pas réussi à atteindre les objectifs assignés par le gouvernement. Pas plus que les banques commerciales privées. En cause, les problématiques de gouvernance, mais surtout l'inadaptation des modèles de financement bancaire classiques. D'où la nécessité d'expérimenter un nouveau mécanisme de financement qui serait pérenne. Ça suppose la connaissance du secteur, ça suppose la maîtrise des enjeux autour de chacune des filières et ça suppose également une certaine aptitude des différents acteurs à adopter les bonnes pratiques qu'il y a autour des activités de financement. Toutes les spéculations agricoles sont concernées par cette problématique du financement durable de l'agriculture. Mais la question trouve une résonance particulière au niveau de la filière anacarde, confrontée à de sérieuses difficultés de mobilisation de ressources. Jusque-là, nos opérateurs dépendent des préfinancements de leurs clients. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Quand cela retire leur préfinancement, eh bien, les activités borchantes s'arrêtent. Il faut qu'en interne, nous puissions lever des fonds, que nous puissions générer des fonds qui permettent à nos opérateurs d'être autonomes et de pouvoir donc travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non donc être soumis au diktat permanent donc, de leurs partenaires commerciaux. Même si le ton reste globalement à la déception en ce qui concerne les lignes de crédit classiques, les experts financiers proposent une approche innovante tenant compte des spécificités des filières agricoles, loin du système bancaire habituel. Le modèle de financement cherchera à avoir, en plus par exemple du producteur ordinaire, des grands producteurs de l'agrobusiness, quelle est dans la chaîne totale de production, à quel niveau le besoin financier se fait sentir et comment être le plus proche possible de cela. En Côte d'Ivoire, l'agriculture occupe les 3/4 de la population active, contribue pour 25% à la richesse nationale et pour 40% aux recettes d'exportation. Au niveau de la DGI également, il y avait réunion. La Direction générale des impôts qui s'est dotée d'un nouveau logiciel professionnel pour améliorer ses prévisions de recettes fiscales a présenté hier jeudi les premiers résultats de cet outil aux acteurs de l'administration financière. Le reportage de Cheikh Koné Aboubakar. Fini les casse-têtes dus aux incertitudes liées à la projection des recettes fiscales dans l'élaboration du budget de l'État. La Direction générale des impôts vient d'être dotée d'un pro-logiciel pour renforcer le dispositif et la crédibilité de ses prévisions fiscales. Et ça change par rapport à ce que nous faisions jusqu'à présent parce qu'on prévoyait les niveaux des recettes à travers leur dynamique interne. Et ça ne permettait pas ensuite de voir le lien entre l'évolution de nos recettes et l'activité économique. Donc ce logiciel nous permettra de mieux expliquer nos performances. Ce pro-logiciel, qui est un ensemble d'applications informatiques, a également la possibilité de mieux expliquer les changements de politique économique à travers leur impact sur le niveau des recettes. Il n'y a pas si longtemps, au début de la crise Covid, c'est un outil qui nous aurait beaucoup servi parce qu'on est allé un peu au pif. Et c'est sans aucun doute un outil de prévision s'appuyant sur une méthode d'estimation économétrique qui permettra au gouvernement d'améliorer ses prévisions, contribuant ainsi au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques et à l'amélioration de la prévisibilité des ressources budgétaires. C'est depuis près d'une année que ce pro-logiciel a été élaboré sur la base des données internes et externes à l'administration fiscale. Et ce, après que la Direction générale des impôts ait bénéficié d'un appui de plus d'1 milliard de francs CFA du projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF. L'actualité internationale de cette édition nous amène tout d'abord en RDC, où les attaques se multiplient dans le territoire d'Irumu, en Ituri. Cette semaine, plusieurs dizaines de morts ont été enregistrées dans divers villages. Au moins 12 personnes avaient été décapitées dans le village Pai-Pai, victime d'un conflit interethnique selon l'ONU. Le chef du village, lui aussi, a été tué, comme le rapportent les autorités locales. Ces attaques de plus en plus violentes sont attribuées aux combattants du groupe armé d'origine ougandaise, ADF.
Et puis, plongé dans un nuage de fumée, l'ouest des États-Unis est en flammes. Les pompiers continuaient encore hier jeudi de lutter contre la centaine d'incendies qui dévastent depuis des jours la côte ouest du pays. Les feux ont causé la mort d'au moins 10 personnes, dont un enfant d'1 an, et forcé des dizaines de milliers d'habitants à fuir les flammes. Les secours redoutent un bilan plus lourd. Merci de votre fidélité, merci de votre confiance. C'est la fin de ce journal, mais nos programmes se poursuivent. Restez donc en place. À demain, 13h, toujours sur la chaîne qui rassemble.